Alors voici venu le moment d'aborder le variateur de fréquence, c'est-à-dire le dispositif électronique qui va pouvoir alimenter les moteurs synchrones à fréquence variable. Donc ces dispositifs appartiennent à ce qu'on appelle l'électronique de puissance, où ils fonctionnent à la manière de l'électronique de puissance, et l'électronique de puissance c'est une façon particulière de faire de l'électronique, dont l'objectif en fait est de faire des conversions de type de tension électrique ou de courant à très haut rendement. Voilà, des rendements proches de 100% à chaque fois, mettons 98%, 99%, pourquoi pas, enfin, des choses comme ça. Et donc, il y a une exigence pour obtenir ce résultat, c'est que en fait, on doit avoir des composants qu'on appelle des transistors dedans, et qui doivent travailler en commutation, c'est-à-dire en tout ou rien, comme des interrupteurs électroniques, soit ils sont tout passants, soit ils sont tout bloqués. Alors pourquoi on fait ça? Parce que quand un composant est comme ça, tout passant ou tout bloqué, eh bien, il n'y a jamais de perte à l'intérieur de ce composant, il n'y a pas d'échauffement, pas de perte d'énergie. Alors pourquoi? Ça tient dans le fait que P égale lui. Hein. Donc ça on l'a vu, hein, je l'ai écrit, mais c'est pas une surprise. Et en fait, quand vous avez un interrupteur fermé, c'est équivalent à un fil. Donc il peut y avoir du courant, mais la tension vaut 0 à ses bornes. Donc la puissance vaut 0. Donc pas d'échauffement. Et quand vous avez un interrupteur ouvert, comme ça, alors on peut avoir un U qui est différent de 0. Là, le I peut être différent de 0. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le I vaut 0. Donc, et dans tous les cas, le produit P égale I vaut 0 aux bornes d'un interrupteur, qu'il soit ouvert ou fermé. Et donc, ensuite, toute la subtilité de l'électronique de puissance, eh bien, c'est d'être capable de faire de la variation progressive de puissance, alors qu'on a des composants, des interrupteurs électroniques, donc on va appeler des transistors, hein, qui fonctionnent en tout ou rien, ou en interrupteur électronique. Voilà. Donc c'est toute la subtilité de cette chose-là. Alors pour vous faire comprendre un peu comment ça va fonctionner, eh bien imaginez que j'ai un interrupteur électronique comme ça qui sert à allumer une lampe. Donc je sais pas, moi j'ai une lampe comme ça, voilà, j'ai une lampe et j'ai un interrupteur. Voilà, mettons que je suis en plus 12 volts, voilà 0 volts. En fait c'est alimenté par une batterie. Donc normalement si l'interrupteur est ouvert, la lampe est éteinte. Si il est fermé, la lampe est pleinement éclairée puisque c'est une lampe de 12 volts. Hein. D'ailleurs, on l'a prévu pour ça. Bien, pour faire varier l'intensité de l'ampoule en gardant son fonctionnement en tout ou rien, eh bien, le principe c'est de faire commuter cet interrupteur rapidement. C'est-à-dire par exemple le mettre moitié du temps ouvert, moitié du temps fermé, comme ça, très rapidement. Et quand on fait ça, eh bien, la lampe va s'éclairer à moitié. Voilà. Et si on le fait très rapidement, eh bien, on ne verra pas que la lampe clignote. Voilà. Alors soit nos yeux ne le verront pas, et même si on fait ça très très vite, dans une lampe, il y a comment dire, ce qui émet de la lumière, c'est un filament en métal qui monte en température. Et si on commute très rapidement, bien le filament n'a pas le temps de refroidir entre deux commutations de l'interrupteur. Et donc, en fait, il émet de la lumière de manière continue, sans qu'il y ait de commutation visible. Voilà. Alors ensuite, on peut doser l'interrupteur électronique et faire, au lieu qu'il soit, moi, je sais pas, la moitié du temps fermé, moitié du temps ouvert, il peut être 70% du temps fermé et 30% ouvert. Et là, la lampe va s'éclairer encore plus. Voilà. Et en fait, en réglant ce qu'on va appeler donc le pourcentage de temps pendant lequel l'interrupteur est fermé, c'est ce qu'on va appeler le taux. Alors c'est un peu curieux, mais ça s'appelle le taux d'ouverture de l'interrupteur, mais c'est le temps pendant lequel il est fermé. Eh bien, en agissant là-dessus, ou sur le rapport cyclique de la commande de cet interrupteur électronique, on peut contrôler, faire varier progressivement l'intensité de la lumière dans la lampe. Voilà. Et on fait ça avec un rendement qui est proche de 100%. Voilà. Sinon, l'autre système qu'on pourrait imaginer, c'est de mettre ici une résistance variable, c'est-à-dire une résistance, comme ça, puis on fait varier sa valeur. Bon là, on va pas faire le calcul, mais là, le rendement est catastrophique, la résistance va chauffer horriblement, etc. Notamment si on met l'ampoule à moitié éclairée, le rendement est de 50% seulement. Voilà, il y a moitié de puissance dans l'ampoule, moitié de puissance dans la résistance, donc transformé en chaleur. Voilà, donc ça c'était l'introduction sur l'électronique de puissance. Et bien sûr, pour faire ça, c'est un exemple simple, mais pour faire varier la vitesse des moteurs, ça va être plus compliqué, puisqu'il va falloir les alimenter avec une sinusoïde, 3 sinusoïdes, d'accord, déphasées de 120 degrés, et dont la fréquence varie au cours du temps. Alors qu'est-ce qu'on a dans un variateur électronique? Alors là, généralement, il est alimenté en alternatif. Alors là, ça peut être en monophasé, là je vais le faire en monophasé pour commencer, on va faire le plus simple. Voilà. Donc souvent ça rentre en 230 volts, mettons, voilà, comme on a les prises du secteur. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on va mettre un pont de diode
Donc les diodes, c'est des interrupteurs électroniques, mais qui ne sont pas commandés, c'est-à-dire, enfin, c'est pas un interrupteur électronique, c'est l'équivalent d'un clapet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui conduit le courant que dans un sens. Bon, si vous connaissez, tant mieux, si vous ne connaissez pas, tant pis. Donc en fait, ce qu'on met, c'est ce qu'on appelle un pont de diode. Alors on ne va pas l'étudier ici, mais bon, je pense que certains connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'est pas très grave. Je vais vous dire ce que ça fait, le pont de diode. Voilà, donc ça c'est un pont de diode. Voilà, donc là on a du 230 volts alternatif, et bien là, on va mettre un filtre. En général, je pense qu'il y a au moins un condensateur de filtrage, comme ça, voilà. Donc le condensateur, c'est un réservoir de tension. Et en gros, à chaque fois que la sinusoïde d'entrée passe par une crête positive ou négative, eh bien, on vient. Donc la crête, je ne sais pas si vous vous souvenez, la crête, on l'avait dit, hein, c'est égal à 325 volts. On avait calculé ça déjà. Et à chaque fois qu'il y a une crête de tension, ça fait conduire les diodes. Alors si la tension est positive, d'ailleurs, on peut le faire comme ça, c'est cette diode qui va conduire là, et le courant va comme ça, il va revenir par cette diode-là. Et en fait, ça va faire le plein de tension bande du condensateur, hein, qui est un réservoir de tension à 325 volts. Et puis ensuite, quand la sinusoïde va retomber, eh bien, le condensateur va mémoriser ce 325 volts. Et quand il y a une crête négative, c'est-à-dire là j'ai mis plus-moins, si on met moins-plus, comme ça, eh bien c'est l'inverse, c'est cette diode-là qui conduit et le courant va revenir par ici et on refait le niveau du condensateur à 325 volts. On fait ça donc 2 fois par période. Ouais. Bon, ça fait des à-coups de courant qui sont un peu violents dans le condensateur si on veut éviter les à-coups de courant un peu violents. Non pas parce que ça gêne le condensateur, mais ces à-coups de courant on les retrouve ici et ça peut gêner le réseau. On met ici une inductance de lissage. Ouais. Bon. Le résultat de tout ça, c'est qu'ici, on se retrouve avec une tension. Allez, j'ai dit 325 volts. On va dire, bon, c'est 325 volts au repos. Ensuite, quand on va tirer du courant derrière, ça sera différent. C'est 300 volts constant, c'est continu. Ou quasi continu, il peut y avoir une petite ondulation, mais qui est filtrée normalement. Allez, nous, on va dire que c'est sensiblement égal à 300 volts. C'est pour nous simplifier la vie. Et alors, une fois qu'on a cette tension continue, et bien à partir de cette tension continue, on va recréer des sinusoïdes. On va commencer par en créer une. Et pour en créer une, eh bien, on va mettre ici ce qu'on appelle un bras d'onduleur. Alors c'est un système à 2 transistors, mais je ne vais pas vous le dessiner comme ça. Je vais vous dessiner comme un commutateur électronique. Voilà. Comme ça. Et ce commutateur est fait, bon, il y a 2 transistors, en fait, il y a un transistor qui assure la conduction de ce point à ce point, et l'autre de ce point à ce point. Voilà. Mais en fait, ils sont commandés à tour de rôle, et globalement, ça se comporte comme un commutateur électronique qui est relié soit au plus, puisqu'ici c'est le plus du 300 volts, et ici c'est le moins. Soit c'est relié au plus, soit c'est relié au moins. Alors ce qu'on va faire ici, on va faire un changement de... Ouais, pour bien comprendre, on va se faire un changement de potentiel. C'est-à-dire qu'il y a 300 volts de différence de potentiel entre ces 2 points. Eh bien, pour raisonner ici, on va dire que le potentiel c'est du plus 150 volts. Voilà. Et celui-là, ça sera du moins 150 volts. On a le droit de dire ça parce que ça veut dire que le potentiel 0, il est fixé au milieu de ces 2 potentiels. En fait, le potentiel, c'est une notion relative. Ce qui compte, c'est que les différences. Donc, on peut fixer le potentiel 0 où on veut sur un circuit. Et donc, par rapport à ce 0 volt, hein, qui est une vue de l'esprit, que je vais mettre ici, par exemple, voilà, j'ai le 0 volt. Voilà, on pourrait l'avoir, on pourrait le faire avec les condensateurs, mais il n'est pas utile plus que ça. Eh bien, comment ça va fonctionner ce système, cet interrupteur électronique, donc qui va commuter à haute fréquence, hein, entre le plus ici, 150, et le moins 150. À votre avis, s'il fait moitié du temps en haut et moitié du temps en bas, qu'est-ce qu'on aura comme tension moyenne par rapport à ce 0 volt ici? Voilà. Donc ce qu'il va compter, c'est la tension moyenne. Hein. Je sais pas, on va faire une Y. Voilà, si on a moitié du temps en haut, moitié du temps en bas, eh bien le potentiel moyen ici, ça sera la moyenne entre 150 et moins 150. Et comme ces 2 tensions sont opposées, la moyenne, ça fait 0. Donc en faisant vibrer l'interrupteur, comme ça, on arrive à produire ici quelque chose qui en moyenne vaut 0. Si jamais on commute tout le temps sur le 150 volts, hein, si on est tout le temps là-haut, la tension vaut 150. Si on est tout le temps en bas, la tension vaut tout le temps moins 150 volts. Voilà, et puis ensuite on peut faire tous les mixages qu'on veut, c'est-à-dire 20%, moi, je sais pas, on va faire un truc simple. Alors ça va être compliqué là, avec les 150. Ouais.
j'aurais mieux fait de prendre des chiffres plus simples. Bon, si je fais 20% du temps à 150 volts et 80% du temps à moins 150 volts, eh bien la tension moyenne, ça va être le 150 que multiplie les 20%, plus le moins 150 que multiplie 80%. Et le tout divisé par la somme, le pourcentage total divisé par 100. Voilà. Donc là, c'est couillon parce que je suis obligé de prendre la machine pour faire ça, mais je vais le faire quand même. Donc là, j'ai dit c'est 20% du temps en haut et 80% du temps en bas, c'est-à-dire sur le moins. Donc ça fait 150 fois 0,2 si je simplifie, hein, plus 150 plus moins fois 0,8. Voilà. Donc là, ça fait une tension moyenne qui est de moins 90 volts. Voilà. Mais j'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu faire 80% du temps en haut et 20% du temps en bas, et là j'aurais eu plus 90 volts. Voilà. Donc si on veut être plus général, enfin, déjà on voit que cette tension-là, en réglant ce qu'on appelle le rapport cyclique, ou le taux d'ouverture de ce bras d'onduleur, là, eh bien on peut produire la tension moyenne qu'on veut, comprise entre moins 150 et plus 150 volts, typiquement. Et ce qu'on peut faire, voilà, et on peut même mettre une formule, mais je ne sais pas si elle est très utile. Mettons que le pourcentage du temps en haut, là, voilà, celui-là on l'appelle alpha, c'est-à-dire le pourcentage de temps pendant lequel l'interrupteur est relié en haut, et le pourcentage du temps pendant lequel il est relié en bas, ça sera, le contraire, ce sera 1 moins alpha. Voilà. Donc alpha, c'est quelque chose, c'est un pourcentage, c'est-à-dire c'est quelque chose qui varie entre 0 et 1. S'il vaut 1, c'est tout le temps en haut, s'il vaut 0, eh bien c'est tout le temps en bas. Et bien là, on peut montrer que la tension moyenne, ça va être alpha. Alors, est-ce que j'ai la place? On va l'écrire là. Donc, je vais faire un peu de place. Ça va faire alpha fois 150 plus 1 moins alpha que multiplie moins 150. Voilà, c'est quand je fais la moyenne, ça fait ça. Et à la fin, ça nous fait du 150 volts, moins 150, pardon, et ça fait 2 alpha, ça fait 300 alpha plus 150, moins 150. Voilà, donc si on prend alpha égale 1,5, c'est-à-dire moitié du temps en haut, moitié du temps en bas, on retrouve bien que V moyen vaut 0. Si alpha vaut 1, on retrouve bien que V moyen vaut 150. Et puis si alpha vaut 0, eh bien ça fait moins 150, donc c'est quand l'interrupteur est tout le temps en bas. Eh bien la technique donc c'est de faire commuter cet interrupteur rapidement, et alpha, au lieu qu'il soit constant, eh bien, on le fait évoluer sinusoïdalement, ce qui fait que la tension moyenne qui est mesurée ici, eh bien, évolue sinusoïdalement. Et en fait, c'est la commande électronique de l'interrupteur qui va piloter tout ça, et qui va permettre de faire évoluer cette tension moyenne de manière sinusoïdale, et là de manière totalement, comment dire, totalement libre. En fait, on peut lui donner un instant donné, on peut donner à cette moyenne la valeur qu'on veut. Simplement, on ne peut pas dépasser 150 volts et on ne peut pas aller en dessous de moins 150 volts. Donc ça va être quelque part entre 150 et moins 150. Mais ça permet de caser tout un tas de sinusoïdes possibles. Alors quand on fait ça dans un variateur électronique de fréquence, là, eh bien on fait ça pour chaque phase du moteur qu'on va vouloir alimenter. C'est-à-dire qu'en fait, ce système-là, on va l'avoir 3 fois. On va l'avoir une fois pour la phase 1, une fois pour la phase 2 du moteur, enfin les englements de la phase 2. Voilà. Donc ça s'appelle un onduleur triphasé, ce truc-là, constitué de 3 bras d'onduleurs, qui choisissent tous, pour chaque phase, si on la commute au plus 150 ou au moins 150. Et en fait, tout ça, je le mets au-dessus parce que ça va vers les sorties de l'onduleur. Et qu'est-ce qui est censé être branché sur cet onduleur? Eh bien, on va mettre ici, je crois que ça dessine comme ça, un moteur synchrone ou un moteur asynchrone, en fait, puisque les deux peuvent être alimentés par ce type de variateur. Voilà. Et donc, quand on a tout ça pour faire fonctionner le moteur synchrone, et qu'on a que voilà, tout ça réagit de manière très intelligente pour envoyer les bons courants aux bons endroits et mettre le champ B à la perpendiculaire de l'axe magnétique du rotor. Donc voilà, il y a tout un système, un microprocesseur qui gère ça. C'est assez sophistiqué. Mais à la fin, on obtient un moteur synchrone qui démarre parfaitement, qui est parfaitement stable, qu'on contrôle vraiment dans tous les sens.
On arrive même à s'assurer que les courants ici ne dépassent jamais les courants max admissibles par le moteur. Voilà, on peut faire des choses très sophistiquées. Voilà, ben c'est ça un variateur de fréquence. Alors celui-là, il est alimenté en monophasé 230 volts alternatif. Si on voulait en faire un qui s'alimente direct sur de la tension continue, ben on enlève cette partie redresseur, elle ne sert à rien. Et si on veut alimenter à partir du triphasé, eh bien qu'est-ce qu'on va rentrer ici? On va rentrer les 3 phases du triphasé. Voilà, et pour que ça fonctionne, il suffit de rajouter, je ne vais peut-être pas mettre ici, parce que j'ai mis la self. Voilà, sur la 3e phase, il suffit de rajouter un 3e bras de redresseur, je dirais. Voilà, et là on fait des top redresseurs, et la tension qu'on obtient ensuite sur le filtre ici, quand on est en triphasé, eh bien c'est pas le 230 volts multiplié par racine de 2, mais ici on va se retrouver dans ce cas-là avec le 400 volts. Hein, parce que la tension la plus grande entre deux phases c'est 400 volts, donc ça fait 400 fois racine de 2. Alors je vais le refaire, 400 fois racine de 2, ça fait beaucoup. Ça fait 565 volts. Voilà, le filtre en général se retrouve à 565 volts. Là. Voilà. Et là on met du 400 volts tri, on va dire. Le 300, alors pourquoi des fois je dis 380 volts, des fois je dis 400 volts. En fait, historiquement, le réseau EDF était à 220 volts dans les prises et 380 volts entre phases du réseau triphasé. Et puis, en fait, à un moment, on a un peu gonflé la tension, et puis maintenant, la tension dans les prises, c'est plutôt 230, et la tension du triphasé, c'est 420 volts triphasé. Voilà comment fonctionne ce qu'on trouve dans ces variateurs de fréquence et comment ils fonctionnent. Donc il y a toute la partie pilotage des interrupteurs hein, qu'on ne va pas aborder ici, c'est beaucoup trop complexe. Voilà. Et ensuite, quel est le rendement de ces engins? En général, plus les puissances sont élevées, meilleur est le rendement, mais je pense que c'est des rendements de l'ordre de 80, 95, je sais pas, 95% minimum. Ça peut monter à 99% pour les fortes puissances. Voilà, d'ailleurs dans les trains électriques, hein, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un redresseur. Alors c'est des redresseurs plus sophistiqués qu'on a à l'intérieur. Voilà. Mais par contre, un train, c'est pas alimenté en triphasé, c'est alimenté en monophasé. Donc on n'a pas ce 3e bras, on a juste 2 fils d'alimentation. Par contre, généralement, ici, on rentre plutôt en... le filtre intermédiaire est en 3000 volts en général. Donc là, vous rentrez, je sais pas, il faut faire 3000 divisé par racine de 2. On pourrait calculer, ça fait à peu près 2000 volts alternatifs. Voilà. Et puis on a des bras d'onduleurs très très costauds là, qui commutent et qui alimentent des moteurs de forte puissance, hein, qui font des mégawatts. Voilà. Voilà pour le variateur de fréquence. Alors à partir de là, il y a le paragraphe 10, mais je ne vais même pas l'écrire, c'est ce qu'on va appeler le moteur brushless, moteur sans balai. Alors ça pourrait être les moteurs asynchrones hein, qu'on va voir derrière, qui n'ont pas de balai non plus, mais en fait pas du tout. Un moteur brushless, c'est un moteur synchrone, donc celui qu'on a vu là, avec son aimant permanent, donc avec un rotor, un aimant, et dans lequel on a intégré, mis à l'intérieur, ce genre de dispositif électronique, qui est tout intégré dedans, et qui fait que ce moteur-là peut être alimenté soit par du continu, un moteur brushless en général, ça s'alimente avec du continu. C'est-à-dire que en fait, il y a juste cette partie-là à l'intérieur. Voilà. Donc typiquement, je sais pas, moi vous avez les vélos électriques et les trottinettes électriques ont des moteurs brushless alimentés en continu par la batterie du vélo. Voilà, typiquement. Maintenant, peut-être qu'il y a, je sais pas, les moteurs brushless, c'est plutôt alimenté avec du continu. Maintenant, peut-être qu'il y a des gens comme il y a de l'électronique dedans, il peut y avoir plein de variétés possibles, hein, plein de types de fonctionnement possibles de ces moteurs. Voilà. Donc c'est des moteurs, du coup, qui, par contre, ils sont très faciles à mettre en œuvre parce que l'électronique gère tout. Alors ensuite, j'avais le 11. Le 11, c'était l'alternateur. Alors je vous en parle très rapidement, de toute façon, vous l'avez vu en TP. Et l'alternateur, c'est quoi? Attendez, on va marquer quand même. On va marquer 10 en moteur brushless. Donc brushless, c'est sans balai hein, en anglais. Hein. Voilà. On va quand même écrire que c'est le variateur électronique. C'est une machine synchrone à aimant permanent plus variateur de fréquence
intégré. Voilà, et puis le 11 c'est l'alternateur. L'alternateur, c'est l'inverse du moteur, c'est un moyen de produire de l'électricité, c'est le plus utilisé. Et un alternateur, c'est quoi? C'est un moteur synchrone qui fonctionne en générateur. Et il peut y avoir des moteurs synchrones à aimant permanent, on fait tourner l'aimant et ça génère bien des 3 sinusoïdes triphasés dans les bobinages du stator, quand on fait ça. Donc ça génère un réseau triphasé. Et on peut le faire avec un aimant permanent, mais souvent on aime bien pouvoir contrôler la puissance de l'aimant, parce que ça permet de bien contrôler la tension issue de cet alternateur. Donc en général, pour contrôler la puissance de l'aimant qui tourne au rotor, en fait on met un électroaimant, qu'on alimente avec du courant continu, via des balais dans ce cas-là. Alors typiquement, c'est les alternateurs de centrales nucléaires, centrales électriques, vous pouvez avoir ça dans les éoliennes éventuellement, des fois c'est des moteurs asynchrones, ça dépend des éoliennes. Vous avez ça dans les voitures. Les voitures, pour faire l'électricité, produire l'électricité nécessaire pour charger la batterie et faire fonctionner tous les appareils électriques de la voiture, eh bien, le moteur thermique entraîne un alternateur qui est une machine synchrone comme ça, avec un rotor à électroaimant aussi. Voilà. Et intégré dans cet alternateur, pour transformer le réseau triphasé en continu, eh bien, vous avez les diodes de redressement qui sont intégrées dans cet alternateur. Les diodes de redressement, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui était ici juste avant. Voilà, c'est la même chose. Et voilà, donc l'électronique est intégrée dans les alternateurs des voitures. C'est comme ça. Voilà, puis il y a même un petit dispositif électronique aussi qu'on appelle le régulateur dans ces alternateurs, qui permet de doser la puissance de l'électroaimant qui tourne, de manière à bien contrôler la tension produite par l'alternateur. Notamment que votre alternateur tourne vite ou pas vite, c'est-à-dire que votre moteur soit au ralenti ou qu'il soit à plein régime, l'alternateur tourne plus ou moins vite, eh bien le régulateur de tension s'arrange pour que ça produise toujours la même tension en sortie d'alternateur. En gros, à basse vitesse, on met beaucoup de courant dans cet électroaimant pour qu'il y ait un champ magnétique très puissant. Et puis quand l'alternateur tourne vite, eh bien, pour pas que ça fasse trop de tension, eh bien, cette fois on réduit le courant dans l'électroaimant pour que l'électroaimant soit moins puissant. Voilà, puisque sinon, naturellement, quand on augmente la vitesse avec un aimant de puissance qui reste toujours à la même puissance, eh bien la tension de sortie augmente proportionnellement à la vitesse de rotation. Voilà, donc ça c'est l'alternateur, on va juste écrire donc moteur synchrone à électroaimant. Alors ça s'appelle à excitation séparée, mais j'ai peur que vous ne reteniez pas, donc on va mettre à électroaimant et fonctionnant. En générateur. Voilà, et c'est comme ça qu'est fabriqué 99,9% de l'électricité sur Terre. Alors, on va attaquer le grand 12 qui concerne le moteur asynchrone. Voilà, à tout de suite pour ce grand 12.